Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Au Burkina Faso, une nouvelle élection présidentielle sera organisée en 2020. Les partis libéraux membres du réseau libéral africain entrevoient les chances d'une alternative. Les concertations ont d'ores et déjà commencé pour définir une stratégie commune. L'accord sur la zone de libre-échange continentale est lancé depuis ce 21 mars 2018 avec la signature de 44 chefs d'État et de gouvernement africains. Un document signé également par le Cameroun qui compte aujourd'hui le ratifier dans les meilleurs délais. Et puis le basketball est en plein essor en Côte d'Ivoire, mais faute de moyens financiers, la majeure partie des compétitions sont basées à Abidjan, la capitale, où de nombreux tournois ponctuels sont organisés. Se dirige-t-on vers une sortie de crise au Bénin? Des propositions en ce sens ont été soumises à la presse ce mardi 19 mars par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Adrien Ongbeji. Ces propositions seront soumises en débat à la plénière puis au vote dès la fin de cette semaine. Au Burkina Faso, l'opposition politique prépare sereinement les échanges électoraux de 2020, déjà en ordre de bataille contre le parti au pouvoir. Le MPP et les partis d'obédience libérale se rapprochent et nourrissent la ferme ambition de s'installer au pouvoir. Les précisions de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Bientôt 5 ans après le scrutin de novembre 2015, le Burkina Faso organisera une nouvelle élection présidentielle en 2020. Déjà, les partis libéraux burkinabés, membres du réseau libéral africain, entrevoient les chances d'une alternative. L'UPC, l'ADF-RDA et le Faso autrement affichent leur sérénité dans la préparation de ces futures échéances électorales qui pourraient être favorables pour l'opposition. Il est temps d'essayer le libéralisme et de voir ce que le libéralisme pourra apporter à notre pays, le Burkina Faso. En tout cas, nous souhaitons qu'en 2020, les libéraux soient au pouvoir au Burkina Faso et nous ferons ce que nous avons à faire. Nous jouerons notre partition pour que les libéraux soient au pouvoir en 2020. Les partis burkinabés, membres du réseau libéral africain, nourrissent aussi l'ambition d'installer un régime libéral à la tête du Burkina Faso, un projet qui aurait des chances d'aboutir grâce à l'adhésion d'une majeure partie de l'opposition. Des concertations ont commencé pour définir une stratégie commune et une commission a été mise en place pour tracer la feuille de route de l'ensemble de l'opposition par rapport donc à ces échéances-là, afin que nous l'abordons de manière groupée, dans le souci d'attaquer de tout par le MPP et de faire un coup KO de l'opposition au MPP cette fois-ci. Rappelons que Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de l'ADF-RDA, s'est vu confier début mars à Marrakech au Maroc le poste de président délégué du réseau libéral africain. Également dans l'actualité, les pourparlers se poursuivent entre les acteurs de la crise centrafricaine. Il s'agit de consultations préliminaires entre chaque parti. Réunis à l'initiative de l'Union africaine depuis ce lundi, 14 groupes armés sont présents au siège de l'organisation panafricaine en Éthiopie. Parmi eux, 2 des plus importants groupes de l'ex-rébellion Seleka. Un communiqué final est actuellement en préparation. L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine se présente comme une chance pour l'éclosion du commerce intra-africain. Le Cameroun avait été parmi les 44 premiers pays de l'Union africaine à avoir signé les documents juridiques. Cette initiative aura une répercussion sur l'intégration économique du Cameroun. Aujourd'hui, l'État souhaite rapidement ratifier ce document. Corinne Kandem. Le 21 mars 2018, réunis à Kigali au Rwanda, les nations africaines ont fait un pas majeur en signant l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Une initiative parmi tant d'autres prise pour renforcer l'intégration régionale en Afrique. Si des progrès considérables dans ce sens ont depuis lors été notés dans certaines des 5 communautés économiques régionales qui forment le continent, le processus d'intégration est plus lent dans certaines sous-régions, comme c'est le cas pour la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Pour le Cameroun, principal moteur de la sous-région, l'intégration régionale est plus que jamais garant de l'essor de l'économie nationale. Nous sommes heureux de voir que cette quête pour une plus grande intégration est maintenant largement partagée, parce que les chefs d'État se sont prononcés, que ce soit en Guinée équatoriale, que ce soit en N'Djamena dernièrement. Ça ne va peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais au moins la volonté est là et nous espérons que nous allons continuer dans ce sens.
Bien que les États d'Afrique centrale aient travaillé à renforcer l'intégration régionale depuis leur indépendance dans les années 60, la libre circulation des biens et des personnes au sein de l'espace communautaire n'est pas complètement effective. Certes, on note quelques acquis, comme l'accord obtenu sur la réduction des droits de douane pouvant aller jusqu'à 70% sur certains produits de base comme le sucre. De nombreuses initiatives visant à renforcer l'intégration communautaire au sein de la CEMAC sont toujours au stade embryonnaire. Bien, il faut déjà savoir que le Cameroun est extrêmement demandeur de l'intégration. On ne va pas donner les chiffres, mais vous savez, le Cameroun, c'est presque 50% du PIB de la sous-région. Ça signifie que le Cameroun a intérêt à ce que l'accélération de la circulation des hommes et des biens se fasse. À l'ère de la mondialisation, le succès de cette initiative aura une répercussion autant sur l'intégration politique et économique que sur l'architecture de paix et de sécurité du continent africain. Une intégration régionale effective garantira à l'Afrique sa place sur l'échiquier mondial. Les écoles maliennes sont paralysées par une série de grèves depuis le 15 octobre 2016. À la table des négociations, 7 doléances ont été acceptées. Néanmoins, certaines discussions restent bloquées, notamment en ce qui concerne la prime de documentation et le logement. On fait le point avec Mokhtar Bari. Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, le système éducatif malien est paralysé par une série de grèves entamées par les collectifs des syndicats signataires du 15 octobre 2016 de l'éducation fondamentale et secondaire. Malgré des réponses aux 7 points sur les 10 doléances déposées sur la table de négociation, les grévistes n'entendent pas reprendre les cours sans la satisfaction totale de tous les points. Une situation qui laisse planer le spectre d'une année blanche. On dit que pour qu'une année scolaire soit valide, il faut que au moins les programmes soient exécutés à 75%. Ça, c'est le moins. Mais au-delà de 75%, l'année n'est plus valide. La validité d'une année scolaire ne doit pas être comprise que seulement du point de vue de la durée du temps d'apprentissage. Mais il y a aussi et surtout la qualité de ce qui est appris aux enfants. Les discussions sont bloquées sur un certain nombre de points précis. L'octroi d'une prime de documentation, l'octroi d'une prime de logement, l'adoption immédiate du projet de décret portant plan de carrière du personnel de l'enseignement. Mais pour Daouda Tekete, il faut un vrai débat sur l'éducation au Mali. L'école connaît une crise cyclique qui revient de façon périodique, depuis 1991 pratiquement, disons-le. Mais il faut mieux analyser en profondeur les causes de ces grèves perlées pour comprendre, pour essayer de trouver les solutions qu'il faut pour sortir de cette façon de concevoir nos années scolaires. La dernière année blanche au Mali remonte en 1994. Plusieurs associations de la société civile ainsi que des leaders d'opinion étaient montés au créneau pour demander la reprise des cours au plus vite. En Côte d'Ivoire, la promotion du basket-ball passe par l'organisation de tournois ponctuels qui permettent de détecter les jeunes talents. Une discipline très appréciée dans le pays, mais faute de moyens, les équipes participantes aux différents championnats se font plutôt rares. Explication Olivier Conan. Le basketball est, après le football et le handball, l'une des disciplines les plus pratiquées en Côte d'Ivoire. Malheureusement, faute de moyens financiers pour les déplacements, toutes les équipes du championnat national sont basées à Abidjan, la capitale économique du pays. C'est à travers des tournois ponctuels, comme le Salam Day de Yamoussoukro, que les férus de basketball tentent de développer ce sport à l'intérieur du pays. Le tournoi s'adresse aux joueurs qui ne jouent pas le championnat. Elle fait la part belle à ceux qui sont dans des catégories inférieures, de pouvoir s'exprimer. Nous avons beaucoup espoir que la fédération jette un coup d'œil à l'intérieur du pays, car l'intérieur du pays regorge d'énormes talents. Donc c'est une lucarne que nous offrons au basket ivoirien pour déceler ces talents-là. Les tournois organisés à l'intérieur du pays connaissent le succès grâce à des vétérans qui continuent d'entretenir la flamme auprès de jeunes tout en gardant le contact avec tous les amoureux du basketball. C'est le basket ivoirien qui gagne. C'est la fraternité, c'est de l'amitié, c'est le sport. Je pense que, au-delà du fait que ce soit la Fédération ivoirienne de basket qui soit en griffe représentée, parce qu'il y a des anciennes gloires, pour nous c'est une affaire de famille, c'est des retrouvailles, c'est de la joie partagée en fait. Transmettre la passion aux jeunes, c'est l'ambition principale des promoteurs du basketball à l'intérieur du pays. Objectif, disposer d'un vivier de jeunes pour alimenter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée pour la Coupe du monde de basketball en août 2019 en Chine. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.